On va faire un petit détour par le cerveau d'Homo erectus. Je devais vous parler de psychologie évolutionniste, donc plutôt d'Homo cannibalus. J'aurais pu aussi vous parler d'Homo Homo numericus ou Homo mediaticus. Néanmoins, j'étais plus inspirée par Homo erectus et j'y ai donc consacré mon énergie. Alors, je ne suis pas très coutumière. Voilà. Donc, très rapidement, sans vouloir vous effrayer, le plan avec une première partie théorique et une seconde de mise en pratique. Alors, pourquoi finalement cette approche pluridisciplinaire pour aborder l'homme, donc en passant par les neurosciences, la psychosociologie, l'épigénétique, la PNEI qui est au carrefour de tout cela et la physique quantique également. Eh bien, parce que au détour de toutes ces sciences et de tous ces savoirs, nous avons aujourd'hui accès à une compréhension inédite du comportement humain avec une réunification du corps-esprit. Tout cela réhabilite une vision holistique et donne sa pleine légitimité à une médecine intégrative. Tout cela inscrit l'humain dans une globalité cohérente, nous l'avons dit et redit plusieurs fois aujourd'hui, nous invitant à un véritable changement de paradigme. Alors, des petits rappels concernant l'épigénétique. On sait depuis longtemps que seuls 2% de notre ADN est codant. C'est effectivement interpellant comme proportion minoritaire. 98% de l'ADN restant a été longtemps appelé par les scientifiques eux-mêmes l'ADN poubelle, tant on ne savait pas à quoi il servait. Eh bien aujourd'hui, cet ADN dit poubelle, parce que non codant, a été rebaptisé épigénome. 98%, c'est quand même pas rien. Donc cet épigénome est en fait responsable du codage moléculaire de l'ARN interférent, qui se trouve être directement modulateur, activant ou inhibant de manière spécifique l'ARN messager. C'est-à-dire que l'ARN interférent a pouvoir quelque part sur la synthèse des protéines. Cet ARN interférent étant lui-même, on le sait aujourd'hui grâce aux études scientifiques, cet ARN interférent est sous la commande de nos émotions, de nos comportements et modes de vie. Alors, ce nouveau paradigme nous invite à une vision lucide de soi et de l'autre en miroir et établit un cercle vertueux finalement entre environnement et santé. Alors cet environnement peut être d'ordre émotionnel ou physique. On a dit ce matin que le stress n'était pas que négatif, hein, effectivement. C'est ce qui nous permettait aussi d'avoir un certain entrain à faire les choses et une efficacité. Ceci dit, un stress positif qui perdure bascule du côté obscur de la force, si j'ose dire, devient négatif de facto. Concernant l'environnement physique, celui-ci, effectivement, on voit à quoi on fait référence par là. Donc, à la lumière de tout cela, une question s'impose. Quels sont les conditionnements comportementaux, émotionnels et leur impact finalement sur notre environnement physique? Alors, quid de nos conditionnements comportementaux émotionnels? C'est là-dessus que l'exposé va principalement, c'est là que l'exposé va principalement traiter de ça. Pardon. Alors, chercher l'erreur pour commencer. Alors, un petit exemple tout à fait banal et commun que tous probablement ont connu ici dans cette salle et ailleurs. Je me rends à un rendez-vous et me voilà coincée dans un embouteillage. J'insiste sur le je m'énerve. Alors, décide-t-on réellement de nous énerver? Première question. Qui décide de s'énerver ici? Eh bien, voilà. Si nous avions eu le choix, aurions-nous choisi de nous énerver? Autrement dit, sommes-nous libres de nous énerver? Ce petit exemple illustre fortement et parfaitement même la confusion qu'il y a
entre notre personne et notre cerveau. C'est une confusion et même une croyance qui est très répandue dans notre monde, de sorte à considérer que je suis mon cerveau. Mon cerveau me fait subir un énervement et à partir de là, je considère que je m'énerve. Alors qu'il aurait été bien plus juste d'énoncer qu'effectivement, je subis l'énervement déclenché par mon cerveau. Alors, une première déconstruction à laquelle je vous invite, et donc cette identification à notre cerveau cérébral, j'ai bien conscience du pléonasme, mais aujourd'hui, les études, effectivement, révèlent que nous n'avons pas qu'un seul cerveau, mais des cerveaux. On a parlé déjà, effectivement, des intestins, du cœur, mais les fascias également, on va le voir après, sont également promus au même rang. Alors, notre cerveau de la tête est un cerveau comme un autre, enfin comme un autre, un organe comme un autre, pardon. Il est donc capable de bien fonctionner ou au contraire de dysfonctionner. Autrement dit, il est capable de nous rendre service ou de nous desservir. Dans quel cas, il donnerait lieu à des symptômes psychiques, voire physiques, des symptômes psychiques comportant tout le lot de syndromes anxio-dépressifs, de colère, voilà, de réactions inadaptées. Alors, notre cerveau de la tête, on le sait bien, a pour mission de protéger l'intégrité physique de la personne, et c'est en cela un centre de traitement et d'intégration des informations qui arrivent à lui. Donc, au final, toute personne subit le bon ou mauvais fonctionnement de son cerveau. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler de la théorie des trois cerveaux. Elle est schématique, critiquable et de loin pas strictement fidèle à la réalité. Encore faudrait-il y avoir accès à la réalité. Notre cerveau est néanmoins schématiquement subdivisé en trois zones, la zone reptilienne, limbique et le néocortex. Le reptilien étant le centre, donc le cerveau archaïque, centre d'élaboration des sensations et des instincts. C'est là que les sensations naissent. Le limbique en deuxième lieu est le centre des émotions et des goûts. Le néocortex est seul doué de raisonnement, de réflexion. Il est également le centre d'élaboration des pensées et du langage. Alors, on sait maintenant que l'influx nerveux est ascendant, traversant successivement ces trois zones. Un cerveau en bon état de marche, nous allons le voir, fonctionne à l'économie d'énergie. Le cerveau n'échappe pas à la règle en empruntant le chemin le plus court. Alors, une grande révolution dans le monde neuroscientifique est celle nommée la révolution Damasio. Pourquoi? Eh bien, avant Damasio, nous pensions que nous décidions de tous nos comportements. Nous pensions être maîtres à bord. Et nous pensions que l'ordre d'activation des aires cérébrales était reptilien, donc sans des sensations, néocortex, élaboration de la pensée, suivie d'une activation du limbique, donc développement d'une émotion venant justifier la pensée. Et bien après Damasio, l'ordre de cheminement révélé a été reptilien, puis limbique, puis néocortex. Autrement, on ressent les choses, on développe des émotions de manière insciente, mais ça je peux vous l'expliquer après. Et seulement après, en dernier lieu, le néocortex élabore une pensée qui vient justifier l'émotion et non l'inverse. Donc le cerveau serait véritablement sous l'égide du corps et non l'inverse. Alors, ce schéma, simplement pour vous synthétiser tout ce qui vient d'être dit. Dans les faits, une information corporelle donc, est acheminée jusqu'au reptilien où naissent des sensations. Ces sensations, donc l'influx continue son trajet jusqu'au limbique où naissent là des émotions et seulement après, l'influx arrive au néocortex où une pensée est élaborée. Donc dans la partie basse et colorée, on voit que tout se passe au niveau reptilien et limbique de manière insciente, c'est-à-dire à notre insu. Les sensations ainsi que les émotions se prennent, excusez-moi, je vais y arriver. Donc les sensations et les émotions sont des phénomènes inscients, contrairement effectivement, alors il peut y avoir aussi des choses inscientes au niveau du néocortex. Ce n'est pas parce que le néocortex est activé
que nous contrôlons absolument ce qu'on fait. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir accès à une volonté et à une décision potentielle, il faut que le chemin soit le plus court, comme illustré ici. Alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Un petit peu bien. Non. Simplement vous dire que sur la diapositive précédente, donc ce cheminement court, en fait, témoigne d'un calme du cerveau et dans le même temps d'un comportement adapté et d'une sensation de bien-être. A contrario, s'il y a déviation de l'influx nerveux, comme vous le voyez ici, eh bien, un mal-être est ressenti, le comportement est inadapté et tout cela, on le doit en fait à l'activation isolée ou simultanée d'une aire de peur qui se trouve au niveau de l'hippocampe et de l'amygdale ou de culpabilité. Autrement dit, quand tout dépend et tout part, comme je vous le disais, des sensations, de l'information qui naît au niveau du corps. Si l'information, en l'occurrence, s'il y a une tension au niveau des fascias, on va expliciter tout cela après, s'il y a une tension qui se manifeste au niveau des fascias, l'information arrivée au niveau du reptilien va activer une peur ou une culpabilité, voire les deux, ce qui va donner lieu à une déviation complète de l'influx nerveux, ce qui va donner lieu à un comportement inadapté et à une sorte de chaos, ce que j'ai nommé l'orage. Donc cet état s'accompagne d'un mal-être. Alors, pour résumer, le cerveau peut bien fonctionner ou dysfonctionner. Alors, le bon fonctionnement, on l'a vu, témoigne d'un cheminement court et direct de l'influx nerveux cérébral, donnant lieu à une sensation de bien-être, de sérénité, de lucidité, parce qu'on est dans ce cas-là à même d'utiliser et de faire appel à son intelligence. Dans le cas contraire, le comportement sera inadapté avec une sensation de mal-être. Alors, tout cela nous invite donc à une nouvelle paire de lunettes parce que la croyance que nous sommes notre cerveau et que nous décidons de tout ce qui se passe et que le corps vient en second lieu est complètement inversée. Notre cerveau se trouve être effectivement à la lumière des récentes découvertes sous l'égide du corps. Nos pensées sont des constructions de notre cerveau et donc dépendent du bon ou du mauvais fonctionnement de notre cerveau. Et ces pensées ne font que justifier finalement nos émotions. Nous n'avons pas accès au monde tel qu'il est, mais tel que notre corps et cerveau finalement l'interprètent. Donc, on ne fait que modéliser les choses, que se représenter les choses en tâchant de se rapprocher le plus possible d'une réalité, mais qui dans l'absolu reste inaccessible. Alors on est tous différents, on a tous des corps différents, des cerveaux différents, et en cela, dans une salle où se trouvent 3 personnes, il y a combien de salles selon vous? Eh bien, il y en a 4 de salles, c'est-à-dire qu'il y a la salle comme la personne A l'aperçoit, comme la personne B l'aperçoit, comme la 3e personne l'aperçoit, et il y a la salle telle qu'elle existe, mais à laquelle aucune des 3 personnes n'a véritablement accès. Donc, nos comportements ne sont pas liés à ce qui se passe en dehors de nous, mais finalement à leur résonance en nous, à notre insu. Ce qui ouvre la voie à une vision effectivement éthique de l'humain, celle de la légitimité de chacun dans sa perception propre et dans son comportement propre, partant de l'idée que chaque construction mentale est finalement la résultante d'un ressenti qui n'est pas choisi. Nous ne sommes pas notre cerveau, je pense donc je suis, est un mythe qui s'écroule. Damasio a écrit 2 livres en 2003 et 2006 intitulés L'erreur de Descartes, d'abord je crois, et en second lieu, Spinoza avait raison. Alors, les travaux de Benjamin Libet et de Patrick Agar viennent enfoncer le clou. L'étude était la suivante. Il s'agissait d'enregistrer l'activité cérébrale d'une personne qui buvait un jus de fruits, de manière à recueillir la chronologie d'activation des différentes aires cérébrales impliquées. Alors, le résultat attendu était celui-ci. On s'attendait à ce que le reptilien s'active en premier lieu,
en déclenchant une sensation de soif, mais qui à ce niveau-là était encore insciente, suivi d'un désir pardon, de jus de fruits situé donc au niveau du limbique, élaboration d'une pensée en troisième lieu, ah tiens, j'ai soif, je vais aller me chercher quelque chose à boire, et en dernier lieu, donc l'activation des aires motrices mobilisant la personne vers le lieu de réserve de la boisson. Alors, voici le résultat obtenu. Donc, on voit que finalement, l'ordre d'activation au niveau des étapes 1 et 2 est bien conservé, et bien fidèle à ce qui était attendu, plutôt. Par contre, ce qui a été constaté, c'est une inversion des chronologies d'activation de l'ère 3 et 4, à savoir les aires motrices se sont activées 135 millièmes de seconde avant l'élaboration de la pensée. C'est-à-dire que le corps avait déjà reçu la commande de se diriger, de se déplacer vers le réfrigérateur pour aller se chercher à boire, avant même que la personne n'ait conscientisé le fait qu'elle avait soif et qu'elle devait effectivement, et qu'il serait bon d'aller se réhydrater. Donc, tout cela pour vous dire que la pensée s'avère bel et bien être dernière. Nous serions des êtres sensitifs, sensoriels, avant d'être pensants. Là où on passe notre temps à nous juger les autres pour les pensées qu'on a. Le déclenchement du mouvement dans le cerveau précède la décision consciente d'effectuer le mouvement. Donc, la pensée justifie un comportement finalement déjà engagé en se l'appropriant comme si elle en était la cause. Nous répondons au final à des programmes inscients initiés dans nos corps et nos cerveaux. Quelque chose se fait à travers nous en fonction de ce qui a été finalement mémorisé dans nos tissus. Alors tout cela appelle à une humilité certaine. Peut-on encore prétendre à un libre arbitre après tout cela? Spinoza disait que nous ne naissions pas libres, mais que nous étions en mesure de le devenir. Alors, pour atteindre le libre arbitre, on l'a survolé, encore faut-il effectivement avoir accès à un fonctionnement optimal de son cerveau, c'est-à-dire en l'occurrence ne pas avoir de tension corporelle, de peur ou de culpabilité qui, nous l'avons vu, crée une sorte de chaos cérébral. Ce qui revient à supprimer ce qui crée la déviation de l'influx nerveux. Et il s'agirait dans les faits d'enlever dans notre corps et cerveau ce qui nous empêche d'être serein, lucide, libre et en bonne santé. Spinoza en appelait de ses voeux, les neurosciences aujourd'hui lui donnent raison. Alors ces blocages fondamentaux que sont ces tensions, peur et culpabilité, sont des obstacles au libre arbitre, on vient de le voir, au bien-être et à la santé via l'épigénétique abordée au préalable. Alors, comment se forment ces blocages et comment au mieux les supprimer ou à minima les limiter? Alors, pour cela, on va revenir rapidement sur quelques notions de physiopsychologie de l'enfance. Alors, on sait l'état de vulnérabilité et de dépendance extrême du nouveau-né qui, du fait de son immaturité neurologique, n'est que sensation. Il est de fait dans un état de fusion émotionnelle qui va rester effectivement un certain temps, jusqu'à l'âge de 5-6 ans à peu près. Cet état de fusion émotionnelle caractérise en fait une sorte d'indifférenciation entre ce que ressent l'enfant et ce qui se trouve autour de lui. De sorte que s'il y a de la joie autour de lui, eh bien, il sera joyeux, il sera heureux et il pensera, quand je dis penser, il ressentira, il aura la sensation que finalement il est la cause de cette joie. Alors que si l'ambiance est triste ou malheureuse, ben, il le sera tout autant et il considérera qu'il est responsable, voire coupable de ce malheur ou de cette tristesse. Il est vraiment dans une indifférenciation de l'environnement. Alors, quand on dit que c'est une éponge, c'est véritablement le cas parce qu'il absorbe ces tensions qui vont se mémoriser dans ses tissus
et il est donc particulièrement sensible. On le reste et on le demeure à l'âge adulte, mais c'est là que se fait le lit de cette sensibilité au bain émotionnel dans lequel il se trouve. Une conséquence de cette fusion émotionnelle, enfin une conséquence, en parallèle de cette fusion émotionnelle plutôt, l'enfant a une vision égocentrée, effectivement, et il présente une culpabilité physiologique puisque il n'est pas à même de distinguer que si sa maman n'est pas bien ce jour-là, ben, ce n'est pas de sa faute. Et cette vision égocentrée fait qu'il considérera que maman est triste, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Et ça, c'est physiologique jusqu'à 8-9 ans. On le reverra après. Alors, par quel biais, finalement, ces sensations et cette fusion émotionnelle? Alors, l'organe qui semble en être responsable a été longtemps méconnu et mal aimé. Il s'agit des fascias, qui constituent un véritable réseau membraneux en continuité dans tout le corps. C'est du tissu conjonctif qui forme une sorte de toile d'araignée et qui donne véritablement la forme au corps animal, au corps humain, au corps animal de manière plus générale, de sorte que sans fascia, on serait une flaque d'os, de muscles et d'organes, mais au sol. Enfin, c'est vraiment les fascias qui nous maintiennent, qui nous donnent cette forme, la forme que l'on a. Alors, les fascias ont des propriétés passives comme actives. Les propriétés passives consistent en un rôle de protection, de soutien, de séparation, d'insertion et de glissement. Les propriétés actives, celles d'enroulement, déroulement du tissu, de drainage des liquides du corps et également d'échanges métaboliques tissulaires et cellulaires. Alors, les fascias sont très, très, très riches en eau. Ils sont également richement innervés et ils sont doués du fait de leur constitution principalement faite d'eau, d'une grande élasticité et capacité de déformation. C'est donc le siège, plutôt là, c'est là que naît l'information qui va être traduite finalement en sensation au niveau du reptilien. Les fascias feraient partie effectivement du support d'une mémoire tissulaire, d'une mémoire d'ambiance. En tout cas, face à une situation donnée, quand on arrive dans une pièce et qu'on ressent quelque chose, eh bien, il y a une mémoire qui se révélerait à travers les fascias et qui serait traduite aux étages supérieurs par une sensation de bien-être ou de mal-être. Alors, le docteur Hans Selye, pionnier des études sur le stress, avait été un des premiers à souligner l'importance du tissu conjonctif dans la régulation du stress. Les fascias seraient doués d'une véritable intelligence autonome, donnant le là au cerveau. Alors, simplement une coupe anatomique de la région dorsale pour vous aider à visualiser ce à quoi ressemblent les fascias. C'est cette membrane blanchâtre très fine, plus fine que du papier de cigarette, qui sert véritablement d'enveloppe aux muscles, aux organes, qui s'insinuent entre les organes. C'est un véritable plan de clivage, de séparation entre les différentes structures anatomiques. Alors ici, simplement un petite image pour visualiser également le plan facial qui se trouve ici. C'est ça, le fascia. Donc c'est cette toile d'araignée qui se trouve entre la peau au-dessus et la fibre musculaire ici. Et les fascias se continuent en profondeur autour des organes et ainsi de suite. Hein. Donc il n'y a pas que la peau qui se... Enfin, le fascia ne se trouve pas qu'en sous-cutané, évidemment. Hein. Ici, un aspect macroscopique, c'est-à-dire à l'œil nu d'un fascia. Et on voit là que là, on se rapproche de plus en plus de l'aspect en toile d'araignée. Et ici, donc, un aspect microscopique des fascias. Alors moi, cette image m'émeut beaucoup parce que là, on parlait de toile d'araignée, mais enfin, ça prend de plus en plus sens. Et de voir ces petites gouttelettes d'eau, moi, ça me voilà. Donc finalement, ce qui m'a inspiré en regardant cette image, c'est que finalement, les fascias,
formerait une sorte d'instrument de mesure du monde environnant. Ce serait une sorte d'instrument à cordes. Enfin, je ne sais pas, moi, je vois que ces fibres m'ont fait penser à des cordes de guitare, qu'on certes un petit peu moins ordonnées que dans un instrument classique, mais enfin qui résonnent. Donc, ces fibres résonneraient de manière spécifique aux mots, aux mouvements, aux ambiances, peut-être aux ondes et ondulations de l'espace. Alors, une autre grande découverte en neurosciences, c'est celle des neurones miroirs. La découverte est italienne avec Giacomo Risolati. Alors, l'expérience qu'il a menée est dite de la cacahuète. Il s'agissait en fait d'enregistrer les aires motrices de préhension chez un singe à qui on a donné des cacahuètes. Et l'activation des aires motrices de préhension était couplée à un bip. Alors, à chaque fois que le singe prenait une cacahuète, eh bien, dans la main, un bip se faisait entendre. Et ce qui s'est passé, ce qui a étonné les chercheurs, c'est qu'à un moment, une cacahuète s'est égarée et c'est un autre singe qui a saisi une cacahuète de la main et là, on a entendu un bip. Alors là, on était un petit peu perplexe parce que le second singe, lui, n'était pas étudié. Seul le premier singe était donc, avait des électrodes collées sur le crâne pour enregistrer, pour faire les enregistrements voulus. Et donc l'expérience a été reproduite. L'autre singe a ressaisi une cacahuète de la main et bip à nouveau. Alors, on s'est dit, tiens. Et donc, ce qu'a découvert finalement les chercheurs par le plus grand des hasards, et que le bip était perçu lorsque, de la même manière, si c'était le singe étudié qui prenait la cacahuète de la main ou si c'était finalement un congénère qui le faisait. Donc l'étude a été reproduite chez l'homme et les mêmes résultats ont été obtenus. Donc finalement, le cerveau reproduit le mouvement qu'il observe, qu'il soit que ce mouvement soit réel ou virtuel, que ce soit la personne qui effectue le mouvement ou finalement un autre qui le fait. Donc là encore, je vous renvoie à la notion « je ne suis pas mon cerveau ». Mon cerveau l'a fait, mais moi, je n'ai fait que l'observer. Le cerveau déclenche dans le même temps des émotions mémorisées couplées au mouvement reproduit. Le petit exemple qui suivra va bien illustrer cela. À partir de ces émotions s'élaboreront des pensées qui viendront justifier les émotions ressenties. Alors, le petit exemple est le suivant. Un enfant était battu par son père lorsqu'il s'affalait sur un fauteuil. Devenu adulte, un jour, alors qu'il est dans une salle d'attente, une personne arrive et s'affale face à lui sur un fauteuil. La personne ressent aussitôt, donc l'enfant battu qui a grandi depuis, ressent aussitôt un malaise qui l'envahit et trouve cet inconnu particulièrement désagréable. Devinez pourquoi? Eh bien, ces neurones miroirs se sont activés. Donc, pour son cerveau, c'est comme si c'était lui qui s'affalait sur un fauteuil, ce qui vient réveiller et activer un interdit, une peur insciente qui se déclenche donc à l'insu de la personne. Et ressentant ce malaise, enfin l'émotion justifie la pensée, je vous le rappelle, eh bien, la personne va élaborer des pensées plutôt négatives par rapport à la personne affalée en face de lui. Alors, être ou ne pas être, telle est la question. On voit donc dans l'exemple qui vient de précéder que se tenir droit par peur, en l'occurrence d'être battu, ce n'est pas la même chose que de choisir librement de se tenir droit. La différence entre les deux, c'est que quand on choisit librement d'être droit, eh bien, on se sent bien. Alors que se tenir droit par contrainte et par une peur, contraint par une peur, ben, c'est l'occasion d'un stress qui, effectivement, ne peut être que néfaste s'il est répété à de multiples fois. Alors, les comportements, excusez-moi, là j'ai pas tout mon... En fait, j'ai pas... C'est pas grave.
En fait, cette diapositive, la diapositive n'est pas complète, donc ça m'a un petit peu troublée. Mais simplement, ce que je voulais illustrer là, c'est que la majeure partie de nos comportements... Oups, je reviens en arrière, si je peux. C'est bon? Ouais, c'est le pointeur. Voilà, en fait, la majeure partie de nos comportements sont des comportements interdits. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas à être, mais on apprend à ne pas être méchant, ne pas être impoli, ne pas être... On est éduqué avec de la peur et de la culpabilité. Ce qui fait que le libre choix et la place à la créativité, à la spontanéité est largement minoritaire. Là, j'avais une petite palette de peinture dessine représentée de ce côté-là. Et un gros interdit de ce côté-là. On répond à des programmes comportementaux anciens et on apprend à ne pas être plutôt qu'à être. La grande majorité de nos comportements s'acquièrent finalement sans raisonnement. Je vous rappelle que seul un chemin court et direct jusqu'au néocortex donne lieu à un libre choix. Sinon, c'est le chaos. Alors, et pour cause, la peur, pourquoi autant de peur? Eh bien, la peur, effectivement, est ce qui a permis la subsistance d'Homo sapiens à travers les âges. Beaucoup de choses ont évolué autour de nous, mais nous gardons un cerveau d'homme préhistorique conçu pour mémoriser les peurs vécues en réaction à des dangers réels. Cela est parfaitement adapté face à un tigre à dents de sabre. Ça l'est nettement moins au regard de la sophistication du XXIe siècle. Dans les faits, on est rarement en danger de mort quotidiennement. Cette inadaptation du cerveau est également due au fait que le cerveau n'est pas que logique, il fonctionne aussi beaucoup par de l'analogie. Un petit exemple pour illustrer cela, un enfant ayant eu très peur lors de sa première confrontation à un groupe d'enfants dans une cour d'école maternelle ressentira à l'âge adulte un malaise et une appréhension à chaque fois qu'il sera confronté à un groupe, et cela sans qu'il ne se l'explique. Dans les faits, son cerveau continue à activer par association un signal de danger pourtant complètement désuet. C'est-à-dire que la personne arrivée face à un groupe ne va pas choisir de bien se sentir ou de mal se sentir. Il y a quelque chose qui va se passer, enfin il va y avoir une réactivation d'une mémoire au niveau des fascias qui va donner lieu à une activation au niveau du limbique d'une peur qui va faire que la personne, au final, n'aura pas un comportement adapté. Finalement, notre cerveau a tellement à cœur de nous protéger qu'il ne prévoit pas de réactualisation spontanée des signaux de danger mémorisés, même si ceux-là sont obsolètes. La peur, dans les faits, renvoie à un blocage et figement du système d'adaptation que je m'en vais vous définir brièvement là. On le disait, on l'a redit, effectivement, la vie, c'est du mouvement. Concernant le corps humain, ce mouvement peut être modélisé par deux systèmes. Alors, à l'image du fleuve, c'est une métaphore qui me parle personnellement. Quand on observe un fleuve, eh bien, il s'agit toujours du même fleuve, mais néanmoins, ce n'est jamais la même eau qui s'écoule. Il s'agit de la même chose concernant notre personne. On est toujours la même personne, mais on est en mouvement perpétuel. Et ce qui vient expliquer ce mouvement, ce sont deux systèmes. Un système d'adaptation qui a la particularité d'être passif. C'est une sorte de laisser-faire du corps par son environnement. Alors, ce laisser-faire du corps, ce qui l'illustre parfaitement, c'est le nourrisson, justement, qui est en pleine maturation neurologique. Et bien, à chaque fois qu'il se réveille, finalement, il n'est pas dans le même monde, cet enfant. Il ne voit pas, il ne perçoit pas la même chose, puisqu'entre-temps, il a acquis une maturité relative, une maturité neurologique relative qui le fait percevoir son monde différemment. Donc, au final, à chaque réveil ou chaque jour, il n'observe pas le même monde et néanmoins, il se laisse faire. Il accepte ce changement et c'est effectivement là encore à l'image du laisser-faire de l'eau qui prend la forme de son contenant.
Le moteur du système d'adaptation est l'amour, son blocage est la peur. Le second système qui nous met en mouvement, c'est le système d'apprentissage, qui est un système actif, et celui-ci renvoie la modification qui s'opère en nous à la lumière des expériences vécues. Les deux systèmes d'adaptation et d'apprentissage s'auto-entretiennent. Néanmoins, un bon apprentissage nécessite une bonne adaptation, et ainsi de suite. Le blocage du système d'apprentissage se manifeste par un sentiment de culpabilité qu'on va définir maintenant. Alors, on l'a déjà dit, l'enfant a une culpabilité physiologique jusqu'à environ 8-9 ans, en lien avec une vision égocentrée à la fusion émotionnelle qui a été abordée. Cette vision égocentrée est présente jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Je vous disais que la culpabilité était physiologique jusqu'à 8-9 ans en théorie. En pratique, baignant dans une culture judéo-chrétienne pétrie de culpabilité, la culpabilité continue son chemin, effectivement, et de plus en plus ancrée chez le grand enfant et chez l'adulte. On fonctionne beaucoup, enfin, ce qui nous fait beaucoup fonctionner, c'est notre culpabilité. Je vous ai mis un petit mot concernant Saint-Augustin parce que c'est lui, a priori, qui a théorisé la notion de péché originel et depuis, effectivement, un virage a été pris concernant la culpabilité. Nos modèles éducatifs reposent même sur la culpabilité en faisant un outil d'apprentissage. Or, la culpabilité bloque notre système d'apprentissage, bloque un mouvement de vie en nous. Mais de quoi je vais y arriver. De quoi parle-t-on en parlant de culpabilité? Eh bien, il y a deux sortes de culpabilité, être coupable et se sentir coupable. Alors, la culpabilité qui fait dysfonctionner le cerveau, c'est la seconde, hein, c'est se sentir coupable. C'est de cette culpabilité-là que je parle quand j'indexe la culture judéo-chrétienne. Parce que dans les faits, être coupable implique une volonté de nuire. Si je vais chez une personne que je n'apprécie pas et que j'ai décidé de l'embêter un petit peu et que, boum, un coup de coude et je casse le vase, je suis pleinement coupable. À aucun moment je me sens coupable. Au contraire, j'ai voulu nuire, j'ai réussi mon coup. Je suis plutôt contente de moi. Donc, quand je suis coupable, finalement, je ne me sens jamais coupable. A contrario, si je suis chez une amie et que maladroitement, j'ai fait tomber un vase, et bien là, je m'en veux terriblement, je me sens coupable, alors que je ne suis pas coupable dans les faits, puisque à aucun moment, je n'ai voulu nuire. Je ne suis pas coupable, je me sens coupable, et néanmoins, je suis responsable, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc, il importe de différencier ces deux notions que sont le sentiment de culpabilité et la responsabilité, parce qu'effectivement, en pratique, on confond complètement les deux. Le sentiment de culpabilité, on l'a vu, est physiologique chez l'enfant, et puis il est entretenu par la culture. Alors, comment reconnaît-on la culpabilité, le sentiment de culpabilité? Eh bien, en se posant simplement la question, est-ce que j'ai fait exprès? Est-ce que c'était voulu? En repérant également les j'aurais dû, comme si j'avais pu faire autrement. Dans les faits, chacun fait de son mieux en permanence avec ce qu'il a. Donc, il serait bon de remplacer le j'aurais dû par eh bien, c'est comme ça, c'est pas ce que je voulais, mais c'est quand même ce qui s'est passé, c'est comme ça. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Comment je répare? C'est ça, être responsable. Une petite notion que je voulais également vous partager est celle du ballon de culpabilité, qui est un véritable transfert inscient, donc à notre insu, de culpabilité. C'est-à-dire que dès qu'une personne se sent coupable, eh bien, elle ne peut pas s'empêcher de faire culpabiliser un autre au sein de l'hôpital. Ça peut être le chirurgien qui subit sa culpabilité, qui va joyeusement faire la passe, on va dire, à l'infirmière, qui à son tour va croiser l'aide-soignante qu'elle va également faire culpabiliser, ainsi de suite, jusqu'au pauvre patient en bas de l'échelle voilà.
nous sommes une chaîne. Alors, culpabiliser, y compris pour éduquer, est une prise de pouvoir sur l'autre. C'est un véritable outil de manipulation, vous le savez. On aurait tous tout intérêt à se responsabiliser, à penser comment réparer quand les choses finalement ne se passent pas comme on le souhaiterait. Je vous invite à retenir cette petite phrase. Quand on est coupable, on ne se sent pas coupable. Quand on n'est pas coupable, on se sent toujours coupable. Et ça aide souvent effectivement à déculpabiliser. Dès qu'on sent que voilà, ah, je m'en veux, mais en fait, je n'ai pas fait exprès, c'est comme ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Alors, difficile de faire l'impasse sur les héritages quand on parle de culpabilité, parce qu'ils sont un véritable réservoir de culpabilité, ces héritages. Alors, de quoi parle-t-on? Il s'agit de comportements non réfléchis, dont la transgression, finalement, génère de la culpabilité. C'est un reflet dans les usages d'un événement désuet qui a probablement été adapté et adéquat dans un espace donné à un instant T, mais qui, au vu du changement du contexte, s'avère être complètement anachronique, voire absurde. Ces héritages se font toujours sous le sceau d'une autorité, donnent une illusion de sécurité. Néanmoins, s'il y a héritage, il y a culpabilité. Et s'il y a culpabilité, il y a dysfonctionnement cérébral. Donc la réponse apportée ne peut pas être adaptée de manière optimale, en tout cas. Alors, les principaux vecteurs d'héritage sont l'éducation parentale, l'école et bien sûr les médias dont l'impact est de plus en plus croissant avec Internet et les réseaux sociaux. Comment repérer et sortir des héritages? On l'a dit, c'est important de le faire parce que c'est un réservoir de culpabilité, donc un potentiel de dysfonctionnement conséquent, je dirais. Questionner plutôt tous les il faut et ça ne se fait pas. Un il faut ou ça ne se fait pas, c'est que c'est un héritage. Alors sortir des héritages laisse un vide qui implique de le remplacer, mais par quoi? Ce serait sans doute là l'occasion d'élaborer une éthique remplaçant la morale qui n'est qu'un agglomérat d'héritage. Il s'agirait donc de réfléchir à son propre système de valeurs à partir de deux certitudes. Alors, les certitudes sont toutes relatives. Néanmoins, si on devait raisonner dans le cadre numéro 2, le cadre matérialiste, si j'ai bien retenu, eh bien, j'ai deux certitudes. C'est que là, maintenant, je suis en vie et que je vais mourir. À part ça, je ne suis pas certaine de grand-chose. Je suis en vie, je vais mourir, j'ai une éthique à élaborer. Bon, la question, c'est mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? À quoi je veux consacrer mon énergie finalement? Accepter sa mort permet en effet de penser sa vie là où de nos jours, on a plutôt tendance à considérer que la mort est absolument à évincer de toute réalité alors qu'elle est toute naturelle. Une dernière notion pour en finir avec la partie théorique, celle de la construction du personnage. À force de mal-être, à force de tension corporelle, de peur et de culpabilité, se substitue à la personne un personnage qui renvoie au persona de Carl Gustav Jung, ce terme faisait référence au masque porté par les comédiens antiques. Donc, pour dire les choses simplement, plus le bain émotionnel de la personne, de l'enfant et de l'adulte après, et essentiellement de l'enfant, parce que c'est là que les choses se passent et après, finalement, elles se réactivent ou pas. Donc, plus le bain émotionnel est favorable, plus ça renforce la spontanéité, la lucidité, l'intelligence et le pouvoir créatif de la personne. Plus le bain émotionnel est défavorable, plus ça renforce le mal-être, le personnage, et moins ça favorise évidemment la santé. Alors, en pratique, que faire de toutes ces notions théoriques? Il importe effectivement de différencier la personne de ses comportements une fois qu'on a compris que nous ne sommes pas notre cerveau. Nos comportements ne font que refléter finalement le bon ou mauvais fonctionnement
de notre cerveau. Il s'agirait donc de se positionner par rapport à un comportement et cesser d'assimiler la personne à son comportement. Limiter la culpabilité de sorte à renforcer la lucidité de la personne face à une situation inadaptée plutôt que de dire « je suis nul », ce qu'on entend en permanence chez nos enfants et évidemment chez les adultes, sinon les enfants ne le diraient pas. Remplacer « je suis nul » par « ce que je fais est nul », avoir une sorte de mise à distance entre ce que je fais et ce que je suis. Peu importe ce que je fais, ma vie n'a pas de prix, même si je suis le plus grossier des salopards. Ça peut déranger parce que ce n'est pas effectivement l'idée reçue. Il importe aussi d'isoler la notion de rôle. Différencier le rôle de la personne a son importance pour les raisons qu'on va voir. Donc ici est illustré deux types d'interactions, de rôle à rôle, nommé ici le relationnel, et de personne à personne, nommé le lien. Ces deux interactions sont effectivement à distinguer parce qu'elles donnent lieu à deux affectifs indépendants qui, pour bien se sentir, et mener à bien sa fonction, il importe de différencier. En effet, plus je suis lucide au regard de mon rôle, plus je mets à distance mon rôle et ce que est ma personne, mieux je me sentirai et mieux je serai à même d'exécuter ma fonction. Différencier les deux affectifs permet également de respecter la personne, y compris si son rôle est défaillant. Confondre personne et rôle donne lieu à une sensation de mal-être, à une autodévalorisation, à un burn-out, dépression, etc., jusqu'à aller aux somatisations, aux pathologies organiques les plus sévères. Alors, la conduite à tenir consisterait à cesser donc de culpabiliser et à se responsabiliser autant que faire se peut. Deux approches sont possibles pour cela. Une approche préventive qui consiste avant tout à reconnaître un état de dysfonctionnement cérébral psychique, qui est un état de souffrance puisqu'il est déclenché par une peur ou une culpabilité. Ne pas surenchérir dans les peurs et culpabilités, savoir au contraire désamorcer le dysfonctionnement plutôt que de l'aggraver et savoir potentiellement porter une indication de péinothérapie qui est l'approche curative que je vais brièvement vous expliquer. Donc, l'énothérapie est un courant d'hypnose qui a pour viser en fait de ne pas se préoccuper de ce qui se passe au niveau du cerveau, mais plutôt du corps, puisque c'est là que tout naît. C'est là qu'émergent effectivement, que naissent les informations qui vont être traduites plus haut en sensations, émotions, etc. Donc c'est un courant d'hypnose qui, contrairement à l'hypnose ericksonienne, ne s'adresse pas au mental de la personne. Au contraire, dans ce dispositif-là d'hypnose, le mental est mis de côté, le cerveau est invité à être observateur de ce qui se passe, et l'hypnothérapeute, via une technique de centrage et de mise à distance avec le patient, va s'adresser au corps de manière à libérer les tensions mémorisées dans les fascias, en l'occurrence. Une fois ces fascias libérés de leurs tensions, pourra s'opérer une neuroplasticité effaçant les traces de peur et de culpabilité. Donc, nous ne sommes pas condamnés à subir nos peurs et culpabilités. Nous sommes effectivement en mesure de s'en débarrasser, entre guillemets, grâce à la neuroplasticité, mais à condition de libérer au préalable les tensions mémorisées dans le corps. Alors, je parlais de dysfonctionnement cérébral à l'instant. Eh bien, les grabouillis sont un synonyme. Hein, c'est simplement dit en termes un petit peu plus sympathiques et enfantins. Ces grabouillis sont donc une manifestation comportementale d'un dysfonctionnement dans le processus inscient de la personne. Exemple du chirurgien qui passe ses nerfs sur l'infirmière.
ou de l'énervement subi dans la voiture, c'est tout autant un grabouillis. Donc ces grabouillis sont finalement les traces actives dans le cerveau d'un événement passé qui finalement sont actifs des signaux de peur ou de culpabilité. On l'a déjà dit, la pensée viendra justifier après coup un comportement déjà engagé en se l'appropriant comme si elle en était la cause, via des justifications. Le chirurgien trouvera évidemment un tas d'arguments pour expliquer la colère. Vous vous rendez compte, elle a mis le patient en danger, c'est inadmissible, et ainsi de suite. Mais dans les faits, le chirurgien ne vient que justifier une émotion insciente qui s'est déclenchée dans son cerveau. Il faut savoir que si le grabouillis est pénible pour celui qui le subit, à savoir pour l'infirmière, il l'est avant tout pour celui qui en est l'acteur, c'est-à-dire que, contre toute attente, le chirurgien n'est pas moins à plaindre que l'infirmière, parce que c'est son état de mal-être qui lui impose ce comportement dysfonctionnel. Donc le grabouillis est un signal que quelque chose ne va pas. Il empêche la fluidité du moment présent, mais il n'a pas de sens en tant que tel. C'est-à-dire que ça n'aurait pas de sens d'aller détricoter le pourquoi du comment des choses. En fait, le grabouillis est symptomatique d'un mal-être. Point basta. Il n'y a pas lieu de rentrer dans des justifications à s'y perdre. Donc la personne, de plus, se voit faire, c'est qu'elle dysfonctionne et pourtant, elle ne peut s'en empêcher. Cette conscience de l'inadaptation du comportement crée une surenchère dans la culpabilité. Il importe ici de se focaliser sur la souffrance de la personne, le symptôme n'étant finalement que le sommet de l'iceberg. Alors, petit cas très rapide, Baptiste le monstre. Baptiste pose problème dans sa classe, tout le monde s'entend à dire qu'il se fait remarquer, qu'il fait son cinéma pour qu'on s'occupe de lui. Cette interprétation sous-entend que Baptiste est un manipulateur. Or, Baptiste subit un comportement déclenché dans son cerveau dont il est le premier à pâtir. Les enfants font les choses pour qu'on les aime. Lorsqu'un enfant pose problème, c'est bien connu, c'est pour que l'on s'occupe de lui. Nous représentons l'enfant uniquement dans une demande de l'amour de l'autre, une sorte de cri « aimez-moi », il serait comme un vampire émotionnel. Or, cette paire de lunettes psychanalytiques ne correspond pas aux enseignements des neurosciences dont l'éclairage nous laisse penser que Baptiste, loin d'être décideur, fait un grabouillis et est en souffrance, en proie à des peurs et culpabilité. Je crois que je suis un petit peu en retard. Ça va? Un petit peu. Ah, c'est fini. Bon, alors, je vais continuer rapidement avec le professeur Typhon Tournesol, donc éminent professeur de chirurgie. Il est craint par tout le personnel du bloc opératoire, tellement il fait vibrer les vitres quand les choses ne se passent pas comme il l'entend. Quel sens donner à ces accès de colère? Le professeur est sans doute en proie à ses peurs et culpabilités. Il se confond avec son rôle et en cela, il est terrorisé de faillir à sa mission. Étant terrorisé à son insu, eh bien, il terrorise le personnel à son tour. C'est le fameux ballon de culpabilité dont je vous parlais. Donc, tous les fascias du bloc opératoire sont tendus, tous les cerveaux sont en alerte rouge et dysfonctionnels. Aucune distinction entre culpabilité et responsabilité, une perte de chance assurée pour le patient. Alors, comment gérer ces grabouillis? Savoir les reconnaître avant tout. Remplacer il m'embête ou il ne fait pas ce qu'il faut par il ne va pas bien ou il est en souffrance, enfin reconnaître l'état de souffrance face à un grabouillis et pertinence de ne pas rajouter de la peur ou de la culpabilité qui ne fera évidemment qu'aggraver la situation. Donc se détacher du symptôme pour se focaliser sur la cause, la souffrance. Donc pour la gestion des grabouillis, l'idée c'est de désamorcer face à un grabouillis, désamorcer le mal-être et pour cela, on doit construire notre discours à partir de la vision de l'autre. Moi, ce que je pense dans ce cas de figure, ce n'est pas la question. La question, c'est que vit l'autre qui est en souffrance. Donc, finalement, oui, chacun a ses raisons qui sont valables pour lui. Communiquer implique de considérer que chacun est dans sa cohérence, sans échelle de valeur entre les personnes. Voir avec ses oreilles, oui, tout cela nous invite à un nouveau regard et une nouvelle écoute portée sur soi et sur l'autre, ce qui revient à une vision naïve de l'humain. Nous ne sommes pas fondamentalement les monstres que nous croyons être, à qui il faut interdire à tout va,
pour savoir-être. Hein. Je vous rappelle qu'on apprend à ne pas être. Faire peur ou culpabiliser prive la personne de son intelligence, la plonge dans du mal-être, active une cascade de stress physique et d'un état pro-inflammatoire latent, faisant le lit de pathologies chroniques. Un nouvel outil de communication et de santé serait en cela l'écoute participative, qui aide à prévenir et désamorcer. Brièvement, l'écoute participative, c'est ce que je vous disais, revient donc à face à une situation de grabouillis, à ramener l'autre dans le présent et le réel par des phrases affirmatives telles que bon, nous sommes lundi, nous sommes à tel endroit, voilà, essayer de ramener la personne un petit peu l'ancrer, ne pas lui poser de questions ni lui demander de se justifier parce que la personne est dans l'état dans lequel elle est incapable de raisonner. Je vous renvoie au chaos cérébral. Essayer de faire déculpabiliser la personne en lui disant que ce qu'elle ressent, c'est normal, que sa façon de faire, eh bien, c'est normal au vu de ce qu'elle ressent, ce qui ne veut pas dire que ce qu'elle fait est bien, et simplement reconnaître sa légitimité, sa cohérence à la personne qui est en souffrance. Parler de l'autre, de ce que l'autre ressent, et pas de ses émotions à soi. Phrases comme « je comprends ce que tu vis » n'aurait aucun impact. Et ne surtout pas essayer de raisonner l'autre, ni de lui demander de se justifier, ce qu'on a évidemment tendance à faire, puisque l'autre est incapable d'intelligence à ce moment-là. Alors, concernant l'hypnothérapie, très brièvement, le fondateur de l'hypnothérapie est François Roustan, décédé aujourd'hui. Son successeur est Bernard Sensfelder, auprès de qui je me forme moi-même. Il se trouve en Bretagne. La technique, je vous l'ai dit, consiste en un véritable laisser-faire du corps. L'hypnothérapeute n'a pas la prétention de soigner son patient. Le soin, la guérison se fait d'elle-même. Le corps se guérit de lui-même en ramenant à la surface finalement ces tensions enfouies et mémorisées, ce qui induit au final une neuroplasticité cérébrale. Alors, une étude récente, relativement récente, qui date de 2013, est venue donc, a posteriori donner une certaine légitimité à l'hypnothérapie, puisque l'étude consistait à exposer une cohorte à une odeur, une image, et en même temps un choc électrique, ce qui a forcément induit une peur qui a été enregistrée et retrouvée chez tous. Suite à cela, la cohorte a été divisée en deux groupes. Le premier groupe n'a subi aucun traitement en particulier. Le second, par contre, a été réexposé à l'odeur qui déclenchait la peur lors de la première partie de l'expérience. Et cette réexposition a été faite lors d'un état de sommeil, qui est un état de vulnérabilité. L'hypnose en étant un, mais le sommeil est l'état de vulnérabilité par excellence pour un cerveau préhistorique, puisque au temps des chasseurs-cueilleurs, si un tigre à dents de sabre arrivait à nous en plein sommeil, ben, le lendemain, on n'était plus. Alors que là, dans les faits, on nous expose au signal de danger, on dort, et au réveil, ben, c'est la pleine forme. C'est la pleine forme. Et du coup, ce que le cerveau est à même de faire à ce moment-là, eh c'est d'effacer le signal de peur du fait, du constat d'une intégrité physique complète de la personne. Le signal de peur est effectivement peut être effacé, de peur de culpabilité par extension, peut être effacé par le cerveau à deux conditions: que le cerveau fasse l'expérience du signal de danger dans un état de vulnérabilité et qu'il fasse l'expérience de l'intégrité physique malgré la présence de ce danger, ce qui donne lieu à un renouvellement. Je finis, mon cher Michel. Alors, tout cela, effectivement, donne lieu à des difficultés certaines, puisqu'il s'agit de changer de paradigme et de déconstruire finalement des croyances fortement ancrées en nous. Il s'agit de désapprendre de plus des conditionnements comportementaux anciens, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc, il s'agit là de ne pas se contenter de comprendre, mais de persévérer dans l'application de cette nouvelle paire de lunettes. Mettre en lien l'écoute participative et les deux affectifs sont en cela un véritable outil universel d'éducation, de santé et sans doute d'éthique.
Les enjeux sont multiples, vous le savez, au niveau individuel, mais également au niveau sociétal, idéologique et écologique, au vu du biocide en cours. À retenir, chacun est légitime dans ce qu'il ressent. Je pense que c'est un message fort, même si ce qu'on observe ne nous convient pas. On ne fait que réagir finalement à ce qu'on ressent en soi. S'alléger de ses peurs et culpabilités, donc peut-être effectivement est possible par une écoute participative et un laisser-faire du corps sur un plan curatif. Il y a sans doute urgence à se soigner pour préserver le vivant. Le biocentrisme est à l'anthropocentrisme, ce que l'héliocentrisme a été au géocentrisme. La vie est finalement qu'une danse qui se fait à travers nous. Voilà, pour finir, quelques phrases. Celle qui m'inspire le plus ici est être libre de ses choix favorise des choix justes. Être éthique suppose d'être libre et lucide. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un petit peu long.